5h56, bon réveil si vous nous rejoignez dans Première Édition. On a une pensée pour les habitants de l'Aude ce matin qui se réveillent, Sophie, avec cet incendie monstrueux qui continue de progresser au moment où on se parle. Ça sera évidemment l'actualité principale de votre matinale. Regardez ces images toute la nuit, ce feu vraiment gigantesque face auquel les pompiers ont dû évidemment faire face. On va tout vous raconter, vous expliquer comment ils travaillent, ce qui va se passer dans les prochaines heures. On vivra aussi en direct le survol des premiers Canadair, des premiers Dash qui vont reprendre leur travail parce qu'ils n'ont pas pu travailler pendant la nuit. On sera vraiment à vos côtés également, Sophie, avec les sinistrés. Avec les sinistrés, 10 000 hectares déjà parcourus, un bilan matériel et humain, 9 personnes qui ont été blessées, une personne gravement brûlée en urgence absolue, 8 maisons qui sont parties en fumée et au moins 500 personnes qui ont dû être évacuées, soit de leurs habitations, soit de camping dans des zones touristiques près de Narbonne. Donc. Mais d'abord, avant d'évoquer ce sujet, la météo avec toi, Léonore. Dans quelques secondes, il sera 6h. Bon réveil si vous nous rejoignez dans Première Édition. À la une, le plus grand feu de l'été est toujours en cours. Il n'est pas maîtrisé, il n'est pas fixé. Dans l'Aude, au moins 11 000 hectares de végétation sont partis en fumée. La préfecture annonce à l'instant qu'une femme est décédée. Depuis hier soir, 1500 pompiers luttent contre ce qui est présenté comme un ogre par les autorités. Dès ce matin, les moyens aériens vont reprendre. On sera en direct avec Marie Roux. Elle est justement sur le secteur de cet incendie. Un feu d'une ampleur exceptionnelle. Une femme est donc décédée. Il y a aussi au moins 9 blessés, dont un en état d'urgence absolue alors que l'incendie menaçait leur maison. Certains ont dû tout quitter en quelques secondes. Direction tout à l'heure une salle des fêtes, un gymnase avec les équipes de BFM TV qui ont passé cette nuit de cauchemar avec les habitants. Et toute la soirée, c'est le vent qui a considérablement aggravé la tâche, le travail des pompiers. Le vent qui est scruté de près car ça va être un facteur déterminant aujourd'hui et la situation ne va pas vraiment s'améliorer. On en parle en plateau avec Éléonore. Dans le reste de votre actualité, Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump, attendu aujourd'hui ou demain en Russie avec un objectif, tenter de concrétiser l'avancée de la paix en Ukraine alors que l'ultimatum fixé par le président américain à Vladimir Poutine touchera à sa fin après-demain. Actualité un peu plus légère, les salles de cinéma boudées par les Français au premier semestre 2025. Depuis janvier, moins 12% de fréquentation par rapport au premier semestre 2024. La raison est simple, aucun film ne vous a vraiment séduit. Mais d'abord donc, regardez ces images, elles sont spectaculaires. Ce sont celles du plus gros incendie de l'été. Nous sommes dans l'Aude. Nous sommes dans l'Aude, regardez, il y a déjà plus de 11 000 hectares qui sont partis en fumée. Le feu n'est toujours pas fixé ce matin à 6h. Au moment où l'on se parle, donc, il y a au moins 9 personnes qui ont été blessées, 7 sapeurs-pompiers, une personne en urgence absolue et la préfecture annonce à l'instant qu'une personne est décédée, une femme. Un ogre, voilà comment la sous-préfète a qualifié ce gigantesque incendie. Toute la nuit, 1500 pompiers ont lutté contre les flammes. Ils continuent ce matin. On suivra évidemment l'évolution de cette situation tout au long de notre matinale. Alors pour prendre vraiment l'ampleur de ce qui est en train de se passer dans l'Aude, un chiffre, dès la fin de l'après-midi, hier donc, il y avait 9 Canadair sur les 12 que compte la France qui étaient déployés sur le terrain accompagnés par 5 Dash et 2 hélicoptères. Mais avec l'arrivée de l'obscurité, ils ont dû rester au sol toute la nuit, ce qui a considérablement ralenti le travail des soldats du feu confrontés par ailleurs à un vent qui attise les flammes. Bettina Deguglielmo et les reporters de BFM TV sur place. Il s'agit du feu le plus important connu cet été. Sa propagation est très rapide. Cette nuit, le vent s'est à peine calmé. Des rafales à 52 km/h encore à Narbonne, 43 km/h plus à l'est à l'Arquet-en-Val. C'est un feu vraiment important, un feu d'une intensité très forte avec 5 km/h de propagation. Par contre, en effet, travailler de nuit amène d'autres difficultés. La difficulté de progresser dans des lieux où vous ne voyez pas les branchages. Les équipes au sol n'ont pas d'appui aérien. Donc c'est une difficulté certaine. Car la zone est escarpée, difficile d'accès pour les pompiers au sol. Hier, la quasi-totalité des moyens aériens étaient déployés. Ils ne peuvent pas reprendre leur activité avant 7h du matin. Des renforts des départements voisins sont mobilisés, de l'Hérault, du Tarn, de l'Allier ou du Puy-de-Dôme.
Cette nuit, selon la préfecture, 1500 pompiers avec 300 véhicules étaient encore sur place pour combattre les flammes. C'est le maximum de ce que nous pouvions espérer qui est sur le terrain au secours des populations. Au niveau aérien, on ne peut pas plus, c'était le maximum aussi. À 9 Canadair, 5 Dash et 2 hélicoptères, c'est un moyen personnellement que j'ai rarement vu à cette hauteur et c'est la zone de défense qui a mis tout ça à notre disposition au secours aussi des pompiers qui sont en intervention sur le terrain. Une centaine de gendarmes étaient également présents hier soir pour canaliser les voies de circulation. Les autoroutes A9 et A61 ont été évacuées et fermées peu avant minuit. Selon la préfecture de l'Aude, 7 sapeurs-pompiers ont été légèrement blessés. Évidemment, toute la matinée, priorité au terrain sur BFM TV. On va retrouver Marie Roux sur place. Marie, évidemment, vous suivez la situation au plus proche. Vous êtes dans cette zone justement de l'incendie. Point ce matin, où est-ce qu'on en est ? Eh bien écoutez, déjà 11 000 hectares ont brûlé, alors c'est un peu moins que ce qui était envisagé au départ par les secours, par les pompiers, mais le feu a progressé bien moins rapidement que ce qui était prévu en raison de l'humidité sur le sol qui était plus importante cette nuit qu'au long de l'après-midi. Ce que l'on peut vous dire en tout cas, c'est que le feu a progressé très rapidement, il s'est déclenché vers 16h hier. Au total, plus de 10 000 hectares, donc 11 000 hectares ont déjà brûlé, 1500 sapeurs-pompiers sont toujours mobilisés sur le feu, des moyens terrestres importants car le feu progresse mais sur le littoral à présent. Il a commencé au niveau de la Grasse et de la commune de Ribaute. Actuellement, eh bien, il se dirige vers Roquefort-les-Corbières. C'est une ville à proximité du littoral dans l'Aude, limitrophe en tout cas au département de l'Hérault. Pour l'instant, vous l'avez dit, les moyens aériens ne peuvent pas commencer à aider les moyens terrestres. Il faut attendre que le jour se lève. En tout cas, sur place, de nombreuses routes sont coupées, notamment la départementale qui rejoint Féline-des-Termenès, Villerouge-des-Termenès, jusqu'à Saint-Laurent de la Cabrerie. La ville de Talleyrand, pour l'instant, n'a pas été évacuée, mais c'est là que se regroupent en tout cas les sinistrés. La journée va être encore très longue pour les pompiers qui vont tenter d'éteindre ce feu qui a progressé à une vitesse folle tout au long de la soirée. Merci Marie Roux, on va revenir vers vous dans quelques instants. Le temps pour nous de vous montrer cette image qui résume l'ampleur de la situation. Vous voyez ici l'évolution minute par minute de cet incendie dans l'Aude depuis hier, entre 16h et 20h. On voit ici, Sophie, cet énorme panache de fumée qui disparaît en raison de l'obscurité, mais sur la journée, c'est assez considérable. Et on voit bien que ça progresse extrêmement rapidement. Marie Roux va nous expliquer comment elle a vécu la situation dans un instant, parce qu'elle était sur place déjà depuis hier. Mais avant cela, un mot sur les sinistrés, car il y a beaucoup de personnes qui ont été évacuées. Le feu a progressé à une vitesse impressionnante par endroits. Il s'est dangereusement approché des habitations. Certains sont partis de chez eux en quelques secondes, en laissant tout derrière eux. Ils ont passé donc une nuit de stress et d'angoisse dans des gymnases ou encore des salles des fêtes. Nos équipes étaient à leur côté. Vous voyez ce reportage au plus près. Voilà, nous avons préparé le tuyau d'arrosage au cas où il y ait une reprise de feu, des sautes de feu. Anne et son mari ont passé la nuit à scruter chaque recoin de leur maison. En début de soirée, le feu avait atteint leur terrasse. Voilà ce qui reste de la toile de coco qui était sur la pergola. Le couple était sur la route pour rentrer chez eux au début de l'incendie. On a eu très peur parce que nous avions les fumées, les flammes qui arrivaient. On n'y voyait plus rien, c'était tout noir. C'était vraiment affreux, quoi. Un ciel rouge et des flammes géantes ont fondu sur le village de Saint-Laurent de la Cabrerie, sous les yeux des habitants de la commune voisine. Là-bas, au moins 8 maisons ont été brûlées. Hier, nous avions rencontré l'un des propriétaires. Le domicile de Jean-Loïc a été englouti par les flammes. C'est arrivé tellement vite. J'avais la lance et j'ai aidé pour essayer d'en arrêter. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec une lance de jardin? Jean-Loïc a été contraint de fuir et de laisser derrière lui 24 années de sa vie réduites en cendres. C'est arrivé plusieurs fois. Mais chaque fois, on a réussi à sauver. Que là, on n'a rien sauvé du tout. L'incendie continue de faire des ravages ce matin. Une femme est décédée, au moins 9 blessés et plusieurs villages évacués. On va rejoindre Marie Roux qui est toujours sur zone. Marie, vous étiez déjà sur place dès hier soir. Vous avez vécu la situation, ce feu qui a progressé extrêmement rapidement. Racontez-nous ce que vous avez vécu, Marie.
Eh bien écoutez, on est arrivé aux alentours de 17 h du côté de Saint-Laurent de la Cabreris. On a trouvé un point de vue pour montrer les flammes en direct. Et en fait, ce qui nous a profondément choqué avec Margot Seff, c'est que le feu arrivait très rapidement vers nous. On a décidé de partir pour des mesures de sécurité et même les habitants avec qui on était, ont fait leurs affaires, ont quitté les lieux pour éviter d'être pris au piège dans les flammes. Ensuite, nous avons roulé jusqu'à la commune après Saint-Laurent, c'est la commune de Talleyrand. Et là, nous avions vu sur toutes les flammes qui progressaient à une vitesse folle. Cette commune, toute la soirée, elle attendait de savoir si elle allait être évacuée ou non, car avec le vent qui changeait de sens, on ne savait pas si les flammes arrivaient sur cette commune ou se dirigeaient plutôt vers le littoral. Finalement, les flammes se dirigent plutôt vers le littoral. Les habitants de Talleyrand, ils ont recueilli également les sinistrés du village de Jonquière. Jonquière, c'est une toute petite commune, mais les 50 habitants qui étaient ont été évacués. Il y avait notamment de nombreux vacanciers qui ont pu être relogés. La solidarité qui s'est mise en place dans la ville de Talleyrand avec les habitants qui proposaient leur aide. Il y a un foyer communal qui a été ouvert également pour les sinistrés où ils ont pu se restaurer avant de pouvoir trouver une chambre. On avait aussi des habitants qui voulaient pas quitter Talleyrand, qui voulaient absolument revenir chez eux. Ils espéraient que leur maison ne soit pas envahie, ravagée par les flammes. Ce que l'on peut vous dire en tout cas, c'est que la nuit a été longue pour ces sinistrés et que ce feu a progressé à une vitesse folle. On peut pas dire sur BFM TV, on a couvert beaucoup de feux et en tout cas celui-ci, depuis le début de l'été, c'est le feu qui progresse le plus vite. Le dernier feu qu'il y avait eu en date dans l'Aude, c'était celui de Narbonne. Il y avait eu 2000 hectares, mais à peu près en 48 heures. Là, en moins de 24 heures, c'est déjà 11 000 hectares qui ont brûlé. Donc forcément, c'est impressionnant à vivre et à voir. On va aller, de toute façon, on va suivre ça pour BFM TV. On va aller revoir les sinistrés, voir s'ils peuvent avoir accès à leur maison. Mais comme je vous l'expliquais tout à l'heure, pour l'instant, les routes sont totalement bloquées. Impossible de passer les barrages de gendarmerie qui bloquent la route jusqu'à Saint-Laurent de la Cabreris, puisque les consignes, c'est que chacun reste confiné et dégage les routes pour les véhicules de secours et pour les pompiers. Merci Marie Roux avec Margot Seff. Évidemment, vous serez notre fil rouge, hein, Marie. On va vous retrouver pendant toute la matinale. Effectivement, tout à l'heure, au plus près également des sinistrés. Je voudrais qu'on s'arrête, Éléonore, sur ces images que l'on voit. Je remonte à quelques heures en arrière, dans la soirée, 1500 hectares aux alentours de 20 h dévastés. Et puis là, on se réveille ce matin, on est à plus de 11 000 hectares. C'est parce que notamment, il y a eu un facteur aggravant, c'est le vent, encore une fois, qui fait qu'on en est dans cette situation aujourd'hui. Oui, dans le secteur, c'est vraiment la tramontane qui nous concerne. Elle était quand même assez élevée hier soir. On avait une moyenne des vents autour de 20-25 km/h et des rafales jusqu'à 40 voire 50 km/h. Alors là, semi-bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que le vent sera moins fort, mais il va être encore présent. On attend notamment en matinée du côté de la Tramontane 15 à 20 km/h de vent moyen et des pointes à 30 km/h. C'est tout de même pas négligeable. Ça pourrait se renforcer un petit peu dans l'après-midi, mais dans une moindre mesure par rapport à hier. Hein. Donc on jette un œil aussi également du côté du Mistral qui va concerner, alors cette fois-ci on n'est pas vraiment sur l'Aude, mais dans l'ensemble de ce risque incendie. Le Mistral qui sera présent encore à 60 km/h pour ce matin. On devrait être plutôt vers les 40 km/h pour cet après-midi, mais ce qui est vraiment notable au niveau du vent aujourd'hui, c'est qu'on a un flux de sud-est, puisqu'on a un flux anticyclonique dans le bassin méditerranéen qui se met en place et qui va faire remonter le vent dans une direction un petit peu opposée. La petite bonne nouvelle aussi, c'est que c'est une brise marine, donc il va apporter davantage d'humidité. Néanmoins, ça reste du vent, donc ce sera vraiment à surveiller tout au long de la journée. Merci beaucoup Éléonore, et évidemment on continuera d'en parler, de vous donner les dernières informations sur ce gigantesque incendie qui est toujours en cours dans l'Aude, tout près de Narbonne. On rappelle ces quelques chiffres, déjà 11 000 hectares de végétation parcourue, plus de 1200 pompiers mobilisés, une personne décédée, une femme
9 blessés, 8 maisons parties en fumée. Voilà, on y revient dans quelques instants. Le temps pour nous d'évoquer rapidement le reste de l'actualité avec Sophie. Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump, attendu aujourd'hui ou demain en Russie, avec toujours le même objectif, tenter d'arracher une paix en Ukraine. Oui, et tout cela dans un contexte, Antoine Delard, dans un contexte qu'on rappelle celui de l'ultimatum qui a été fixé par le président américain à Vladimir Poutine, ultimatum qui touchera à sa fin après-demain, vendredi. Oui, ce déplacement montre que Trump est prêt à accorder une dernière chance à Vladimir Poutine. La mission de Witkoff, ce sera de sonder le Kremlin pour voir si Poutine est prêt à accepter un accord et à mettre fin au combat. Alors pas sûr que l'émissaire de Trump parvienne à faire vraiment bouger les lignes. Faut rappeler qu'il s'est déjà rendu à plusieurs reprises à Moscou et que ça n'a jamais rien donné. Il s'est d'ailleurs plutôt fait balader par les Russes. Ces rencontres avec Poutine à l'époque ont surtout permis au chef du Kremlin de gagner du temps. La question désormais, c'est de savoir si Trump est prêt à aller jusqu'au bout en cas de nouvel échec. Si Witkoff rentre bredouille, est-ce que Trump va mettre ses menaces à exécution? Est-ce qu'il va prendre les sanctions qu'il a annoncées, les sanctions contre la Russie, mais aussi contre ceux qui achètent du pétrole russe et qui du coup financent la machine de guerre du Kremlin? C'est le cas de l'Inde et de la Chine en particulier. Avec cet ultimatum, le président américain, quoi qu'il en soit, s'est mis dans une position où il ne peut plus vraiment reculer, sous peine de perdre toute crédibilité. Alors que la date fatidique approche, Trump, pour le moment, semble temporiser. Interrogé hier sur les sanctions, le président américain s'est montré un peu moins ferme que d'habitude. Il explique en fait qu'il attend de voir ce qui va ressortir de cette réunion à Moscou avant de prendre une décision. La politique et François Bayrou, le Premier ministre qui, il y a quelques heures, a lancé son premier podcast FB Direct. C'est le nom de ce nouvel exercice dans lequel le Premier ministre fait de la pédagogie. Il essaye de justifier une nouvelle fois son budget. C'est important, c'est grave, ce sont les mots de François Bayrou. Et toujours en politique, déclarer ses intérêts, ses fonctions annexes, son patrimoine, c'est une obligation pour chaque député, mais est-ce que c'est vraiment respecté? Selon une enquête récente, seul près d'un député sur 4 serait en règle avec toutes les obligations de transparence. Candine Antiga avec Milan Argelas et Camille Fournier. Aux députés, mauvais élèves de la transparence, c'est ce que révèle une enquête du site internet Projet Arcadie. Sa fondatrice a passé au crible les déclarations des 563 députés. Verdict, moins de 4 sur 10 respectent toutes leurs obligations auprès de la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Les erreurs qu'on retrouve les plus fréquemment, beaucoup qui oublient des collaborateurs parlementaires. On a 53 députés qui n'ont pas actualisé leurs mandats locaux. Et enfin, on en a 23 qui ont omis des activités économiques, en sachant que certaines erreurs peuvent se cumuler entre elles. Derrière ces chiffres, une réalité administrative parfois complexe. Certains élus reconnaissent des erreurs, mais dénoncent un système déclaratif trop rigide. On dit, si vous avez eu un collaborateur qui est parti de votre équipe et que vous ne l'avez pas déclaré, alors c'est une faute. Oui, sauf qu'en fait, on remplit en général la déclaration d'intérêt en début de mandat, mais si c'est pas une volonté de dissimulation d'un patrimoine, si c'est pas une dissimulation volontaire d'un conflit d'intérêts, etc., eh bien ça peut se corriger. Contactée par BFM TV, la haute autorité conteste le chiffre avancé. Selon elle, la quasi-totalité des députés a bien rempli ses obligations principales et seuls 3 dossiers ont été transmis à la justice pour absence de dépôt. Aucun manquement substantiel susceptible de caractériser une infraction pénale n'a été relevé. Elle reconnaît également des erreurs ou des imprécisions dans certains dossiers, mais évoque un bilan globalement positif. Les salles de cinéma boudées par les Français au premier semestre 2025 depuis janvier, moins 12% de fréquentation par rapport au premier semestre de l'année précédente. Et oui, la principale raison, c'est que c'est peut-être votre cas. Vous avez préféré regarder des séries, vous rendre à des festivals ou bien des événements sportifs. Mais attention, ça devrait être meilleur selon les spécialistes du secteur. On voit ça avec Anaïs Girard. Avec les chaleurs de l'été, c'est peut-être le bon moment de se faire une toile. Et comme chaque semaine, il faut dire qu'il y a du choix. Pour autant, allez-vous souvent au cinéma ? Ça dépend, rarement, une fois par mois, grand maximum. Je dirais que je ne suis pas vraiment un consommateur régulier de cinéma, j'y vais peut-être une fois par mois. Pour certains amateurs du grand écran, comme Samira, un facteur les empêche d'y aller plus souvent. Moi qui ai grandi un peu dans le monde du cinéma, je trouve que ça a beaucoup augmenté. Comparé au début, ce qui est dommage. Et pour la qualité de ce qu'on a, ça vaut pas trop le coup. Et la salle 2 est ouverte.
Comptez en moyenne entre 10 et 12 euros pour une place à plein tarif. Mais si le prix d'une entrée a augmenté ces dernières années, un autre phénomène est à l'origine de la baisse de fréquentation des salles, selon cet expert. L'année 2025 aurait manqué de sorties à très grand succès, qu'on appelle les films locomotives. Le public est le bouche à oreille, le public s'en empare, en général il y a un beau démarrage, et puis surtout dans les semaines qui suivent, il y a un effet d'entraînement, et le public à ce moment-là va voir ce film, et comme il va voir ce film, il peut aussi avoir envie d'aller en voir d'autres, il voit l'offre qu'il y a à ce moment-là, et donc les autres films en bénéficient. Depuis le 1er janvier, plus de 89 millions d'entrées ont été enregistrées dans les salles françaises, un recul de 13,6% par rapport à la même période en 2024. Restez avec nous, on revient dans quelques instants dans Première Édition. On vous le disait, principalement consacré à cet incendie monstrueux qui a lieu en ce moment dans l'Aude, plus de 11 000 hectares. Cette dernière information, une femme est décédée selon la préfecture. Il y a aussi un disparu. Une personne qui est portée disparue. Beaucoup de monde qui ont dû quitter leurs habitations hier parce que le feu s'approchait trop près des maisons. Vous entendrez le témoignage de Jean-Loïc. Il a dû quitter sa maison en urgence. Il est revenu tout près de son habitation qui est désormais partie en fumée.